J'assistais récemment, en février, en fait, il y a donc quelques mois, à une cérémonie extrêmement émouvante. C'était la célébration du 75e anniversaire de ce qu'on appelle le soulèvement d'Aix. Aix, c'est un village du sud-ouest de la France, pas très loin d'Agen, et c'est là qu'il y avait autrefois une prison. Et dans cette prison, en septembre 40, c'est-à-dire 39 plutôt, au moment de la déclaration de guerre, on a enfermé les citoyens allemands, autrichiens, italiens, comme on le fait en général au début d'une guerre. Et puis petit à petit sont venus des Espagnols, des Tchèques, etc., des Français aussi, si bien qu'au bout de quelques temps, dans cette prison, il y avait à peu près 1500 personnes de 21 nationalités. Nous sommes en plein dans la diversité dont nous parlions tout à l'heure. Et parmi ces 1500 personnes, il y avait un petit jeune homme qui avait 17 ans, il s'appelait Georges de Charpak. Et Georges Charpak avait fait de la résistance à Montpellier, il s'était fait arrêter, et il était à Aix. Et nous sommes maintenant donc au tournant de 43 et de 44, et il règne dans Aix un climat absolument extraordinaire. Nous sommes, au fond, à Aix, et Georges, ça le marquera pour la vie, nous sommes au cœur absolument des problèmes des droits de l'homme. C'est-à-dire que là, il y a une négation absolue, horrible, des droits de l'homme, et de l'autre côté, il y a une magnifique résistance à ces négations. Car ces 21 nations, ces 1500 personnes se mettent magnifiquement ensemble et créent d'abord ce que j'appelle moi une université. Ils n'avaient peut-être pas donné ce nom, mais tout le monde apprend quelque chose à quelqu'un. Les Espagnols apprennent l'espagnol aux Allemands, les Allemands apprennent l'allemand aux Tchèques, etc. Et naturellement, Georges Charpak, 17 ans, apprend de la science à tout le monde. Il a dit, il a écrit « J'ai beaucoup appris à Aix, mais j'ai très peu enseigné, modestement enseigné. » Je ne crois pas que ce soit vrai. Il racontait quelquefois quand même ses premières expériences d'enseignement qui déjà préfigurent la main à la pâte, complètement. Pour lui, l'enseignement à Aix, naturellement, il s'adressait aussi bien à des ouvriers qu'à des professeurs d'université. Ça ne pouvait pas être un enseignement de sciences classiques. C'était seulement, et il le sentait bien déjà à 17 ans, l'esprit scientifique qu'il fallait enseigner. Et qu'il fallait enseigner une science très, très pratique, la main à la pâte, déjà, vous voyez. Il me racontait, il me disait, tu ne peux pas imaginer ce qu'on peut faire avec de l'eau. Dans un camp pas de concentration, mais d'internement, il n'y a rien. Donc avec l'eau, l'hiver, on ramasse de la glace, et puis on la fait fondre, et puis on la chauffe avec une petite chaufferette, c'est la vapeur. Donc les trois états de la matière sont là. La notion même de changement d'état. Vous voyez, on peut avoir déjà des notions, mais pas des faits réels, pas des lois, pas des théorèmes. Donc, voilà ce qui se passe dans cet hiver. Et en même temps, c'est ça qui est extraordinaire, dans ce camp, autour, bien sûr, de ce que j'appelais l'université, naît un esprit de république. Et il se crée une république d'Aix, avec un hymne national, avec un drapeau, avec une sorte de constitution et avec des comités, dont un comité de l'armement, pour prendre des pistolets et se battre et finalement se soulever. Ça, c'était tout à fait extraordinaire. Donc Georges a vécu tout ça, et ça je répète, ça l'a profondément marqué, et nous retrouvons beaucoup de ce Georges-là dans la main à la pâte 50 ans plus tard. Alors le soulèvement a eu lieu, et sans doute est-ce le seul soulèvement pendant la guerre qui est réussi. Il y a eu un soulèvement dramatique à Treblinka, mais il a été écrasé dans le sang immédiatement, tandis que le soulèvement de ce camp a réussi, en ce sens qu'ils ont pu faire prisonnier le directeur, et Georges était aux premières loges de la bataille. Le directeur, tous les gardiens ont été prisonniers, et pendant, je ne me rappelle plus si c'est 3 ou 4 jours, il y a eu une république libre à Aix, en plein pays, évidemment occupé. Et bien sûr, rapidement, le soulèvement va être maîtrisé par la division d'Österreich qui est tout près. Il y aura une canonnade, il y aura des morts, il y aura des fusillés, bien sûr. Et tous les survivants, dont Georges, sont immédiatement emmenés à Compiègne et de là à Dachau, à Buchenwald, etc. Pardon ? Des morts, bien sûr. Des morts et une douzaine de fusillés. Enfin, on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais là, n'est pas le propos. En tout cas, le propos, c'est que Georges a vécu tout ça. Je résume, une université, une complémentarité, un esprit extraordinaire de liberté et de vérité. La vérité, c'était tout simplement des postes à galène que l'on avait construits pour écouter la BBC. Donc, la complémentarité, la vérité, tout ça était présent à Aix et va marquer Georges pour longtemps. Alors nous sommes 50 ans après, Georges a son prix Nobel en poche maintenant, il revient, mais Pierre nous a décrit ça parfaitement, je n'ai pas beaucoup à en rajouter, sinon que donc Georges arrive avec quand même ses idées. On peut dire d'une certaine façon, vous avez compris, que la main à la pâte, elle est née en fait à Aix.
et 50 ans plus tôt. Et aussitôt, donc, Georges nous donne les idées que Pierre a magnifiquement, parfaitement résumées, c'est-à-dire des idées d'une science pour les enfants, qui soit une science de l'esprit scientifique, beaucoup plus que des théorèmes ou des lois. Alors, Georges n'avait pas du tout envie que les enfants apprennent la loi d'Ohm ou autre chose, mais qu'ils soient formés à l'esprit de la rationalité scientifique, de la curiosité. Pierre a énoncé tous ces mots importants, de l'émerveillement devant la nature, de l'imagination, que les enfants se fassent une image de ce qui est derrière le mur, qu'ils fassent des hypothèses, même si ces hypothèses sont naïves ou fausses, et puis bien sûr de la vérité. La vérité était au centre même de la pensée de Georges. Il y a une valeur ultime des droits de l'homme, ça a été dit ce matin, qui est la vérité. La vérité, comment peut-on l'apprécier dans une école primaire? Nous aurions beaucoup d'exemples à donner. Nous sommes dans une école maternelle. Les enfants ont 5 ans, du nord de Paris, nord-est. Et le maître, qui était un maître admirable, j'apprendrai seulement après que c'est assez rare, il était docteur en sciences, et il s'était fait instituteur. Le maître a 2 petites bouteilles, pas des bouteilles, des vases, il y a de l'eau dans les 2, ici il y a de l'eau pure, et là il y a de l'eau pure dans laquelle on a mis des gouttes d'encre rouge. Et il appelle la petite Isabelle, je me rappelle très bien, 5 ans, et il demande à Isabelle ce qu'elle voit. Alors elle dit, il y a de l'eau rouge, il y a de l'eau, et puis il y a des marguerites. Alors on met des marguerites dans les 2 vases. Et puis on fait de l'histoire, on fait de la géographie, je ne sais pas quoi, et une demi-heure après, le maître réappelle Isabelle. Qu'est-ce que tu vois, Isabelle? Et Isabelle voit, et vous l'avez deviné, elle voit dans un cas une marguerite qui est assez blanche, et dans l'autre cas une marguerite dont les pétales sont rosis. Et elle dit, oh, les pétales, ils sont roses. Oui, les pétales sont roses. Et alors, Isabelle? Alors il y a un long silence, et puis cette réponse extraordinaire d'Isabelle, il dit, mais maître, ça veut dire l'eau rouge, elle est montée dans les pétales. Oui, je crois que tu as raison, oui. Mais maître, l'eau, ça coule normalement. Ça coule, ça ne monte pas. Donc voilà une Isabelle qui découvre une vérité. Nous nous demandions à l'instant qu'est-ce qu'une vérité à l'école. Voilà une Isabelle de 5 ans qui découvre non seulement une vérité, c'est-à-dire que l'eau a coloré la marguerite, mais elle découvre une vérité double, c'est-à-dire qu'elle découvre déjà la complexité. D'ailleurs, le maître leur fera une petite leçon après extraordinaire sur la vérité, vous voyez, à partir de ça. Il y a une vérité double. L'eau coule, Isabelle, tu as raison, l'eau, ça coule, ça descend. Mais là, elle est montée, donc il y a une vérité. Les vérités scientifiques sont complexes, quelquefois paradoxales. Il y a une vérité massive qui est que l'eau, ça coule. Il y a une vérité locale qui est que l'eau, ça peut aussi monter. Vous voyez, cette réflexion sur la vérité, la complexité de la vérité, moi je l'ai vue combien de fois, mais cette petite Isabelle me reste dans la mémoire avec ce visage étonnant de pureté, de jeunesse et surtout de découverte. Voilà donc la main à la pâte, dans un cas particulier, confrontée à la vérité. Alors, en fait, il faut bien que nous nous demandions qu'est-ce que la vérité en science? C'est pas si simple, nous venons de le voir à l'instant. Une vérité qui est double, qui est même contradictoire avec elle-même. Donc la vérité, ce n'est pas simple. Et qu'est-ce que la vérité? Alors c'est une question qui a été posée il y a longtemps, il y a 2 siècles en particulier, 2 millénaires, et c'est une question qui n'a pas facilement de réponse. Nous pouvons essayer d'examiner ce que c'est que la vérité dans le cas de la science, au moins. C'est peut-être là que c'est le plus simple de définir une sorte de vérité. C'est beaucoup plus difficile dans les sciences sociales ou en littérature. Il y a une vérité qui est immédiate et qui est sans grand intérêt. Il est vrai qu'ici, il y a un pupitre. Vous le voyez tous. Personne ne peut nier qu'il y ait un pupitre. C'est une vérité inintéressante. Elle est scientifique. Le pupitre existe. Mais je ne passerai pas beaucoup de temps sur cette vérité-là. Je répète, totalement immédiate. Nous pourrons peut-être distinguer en science 3 types de vérités. Il y a premièrement, et dans un ordre un peu décroissant de force, il y a une vérité qui a une force extraordinaire, qui est comme faite d'un massif de granit. On ne peut pas lutter contre elle, c'est le théorème. Le théorème est absolu. Je me rappelle, pour moi, ça a été en 3e une découverte extraordinaire, mais pour d'autres, ça sera le théorème de Pythagore. J'étais d'abord émerveillé que le professeur, c'était très bien, nous l'ait démontré de 3 façons différentes. On ne fait plus, paraît-il, de démonstration, c'est très grave. On nous l'avait démontré, et j'étais très étonné de voir qu'il y avait 3 approches pour une donnée qui était sur le théorème. Et ensuite, j'ai eu un doute
On a le droit d'avoir des doutes. Et je me disais, mais c'est pas possible que A2 plus B2 soit toujours égal à C2. C'est pas possible. Il doit y avoir... Et stupidement, j'ai commencé à chercher des failles dans le théorème. Vous vous doutez que je n'en ai pas trouvé. Et que petit à petit, je me suis assuré qu'en effet, ce théorème était une vérité absolue. Et que donc, il existait des vérités purement humaines dans le monde dans lequel nous vivons. Bien sûr, il faudrait parler de Gödel, il faudrait nuancer un petit peu, mais je répète que le théorème reste dans notre monde mental quelque chose de tout à fait exceptionnel et paradoxalement, et de façon un petit peu désagréable, je dirais même, le théorème nous ferme un petit peu notre liberté de penser. Nous n'avons plus de liberté de penser devant le théorème. Il n'y a pas question de se dire le théorème est faux. Nous gardons encore un tout petit peu de liberté, mais très peu. Passons là-dessus. Il y a une deuxième, évidemment, façon de voir la liberté en sciences, c'est la vérité. C'est la vérité dans les sciences de la nature, la physique, la chimie, etc. Là, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile parce que nous allons être confrontés toujours, dans les sciences de la nature, à une vérité, qui va en progressant et qui semble être une sorte de démarche asymptotique vers quelque chose que nous n'atteindrons peut-être jamais. Si je suis dans la plaine de la Beauce, la Terre est plate. Évidemment que la Terre est plate. Et puis après, je dirais non, elle n'est pas plate, elle est courbée. Et puis je dirais non, courbée, c'est pas suffisant. La Terre est sphérique. Et un peu après, je dirais non, elle n'est pas sphérique. Oui, c'est une sphère, mais aplatie au pôle. Puis je dirais non, ce n'est pas une sphère aplatie au pôle seulement, c'est aussi une sphère aplatie au pôle, mais pleine de dépressions dans la mer. Enfin, la forme de la Terre est évidemment infiniment compliquée. Nous ne l'attendrons sans doute jamais, mais nous voyons bien là une succession de vérités de plus en plus fines et qui, évidemment, d'une certaine façon, contredisent un petit peu la vérité précédente. De ce point de vue-là, Étienne, tu nous disais un jour ici, je crois dans cette salle, que Hilbert, le grand mathématicien, avait dit « Wir müssen wissen, wir werden müssen ». Nous voudrions savoir et nous saurons. Et tu nous faisais remarquer que Hilbert avait tort. Il n'est pas question en sciences de la nature de savoir à l'extrémité du savoir. Tu nous disais même que nous avions à peu près 150 milliards de neurones et que c'était un grand nombre, mais un nombre fini. Et que, par conséquent, Hilbert avait tort quand il nous disait que nous saurons. En tout cas, nous voyons bien que quand même, à l'échelle de l'école élémentaire, cette vérité est extrêmement importante et qu'elle progresse et qu'elle va vers un but dont nous sommes tout près. Puis alors, il y a une troisième vérité déjà un peu plus faible, qui est la vérité peut-être d'anticipation, c'est l'hypothèse. Quand Galilée dit « la Terre tourne sur elle-même », il fait une hypothèse générale, mais c'est une hypothèse, c'est une vérité, en effet, mais anticipée. On ne le saura véritablement que plus tard. Voilà donc un petit peu les différentes versions, les différentes figures de la vérité en sciences. Et nous voyons aussitôt combien est grande la différence entre la vérité du théorème et la vérité, disons, de la physique. Et ceci va être utilisé, bien sûr, par les tenants de l'antiscience. Donc nous sommes maintenant conviés à nous intéresser justement à la négation de la vérité dans laquelle nous vivons. Et Georges avait tout à fait raison de penser que nous devions insister sur la vérité. Nous y insistons peut-être plus qu'au début. Je crois qu'au début, de la main à la pâte, on a beaucoup, comme tu le disais, travaillé sur la curiosité, l'imagination, déjà la vérité. Mais maintenant, nous sentons bien que le monde dans lequel nous vivons, et notamment depuis les réseaux sociaux, est un monde où gagne de plus en plus le mensonge, le fake news, les contre-vérités et l'antiscience. La main à la pâte, évidemment, se heurte, comme d'autres, à l'antiscience. Et je pense qu'on peut distinguer deux antisciences. Il y a une antiscience, l'antiscience la science tue, et puis il y a l'antiscience la science ment. Alors, la science tue, évidemment, cette formule a une naissance assez claire dans l'histoire, c'est 1920. 1920, c'est quelques années après la guerre de 14, bien sûr, et la mise au point des gaz asphyxiants.
un grand chimiste allemand, Fritz Haber, est le premier à l'aimer, mais aussitôt après, les Français, les Anglais travaillent sur le gaz à effet de serre. Et pour le public, cette découverte, on aurait pu le dire de bien d'autres armes, mais pour le public, en 1920, cette arme particulière devient l'image d'une science qui tue. C'est vrai qu'elle est sortie, cette science, directement, on peut dire, cette arme, elle est sortie directement du laboratoire. Bien sûr, ensuite, après 1920, on aura Hiroshima, sur lequel Pierre-Gilles de Gennes a écrit des pages très, très émouvantes, des lignes au moins très émouvantes. Et bien sûr, la science tue, oui. Je crois qu'il ne faut pas cacher, il ne faut pas éviter avec les enfants qui peuvent dire ça, le débat. Il faut simplement reprendre cet argument un peu éculé, mais quand même parfaitement vrai, que la science ne tue que s'il y a des hommes méchants qui utilisent la science. Et cette utilisation d'une donnée qui est l'utilisation pour tuer, pour faire le mal, on la retrouve bien ailleurs, et on peut dire ça aux enfants, par exemple en littérature. Céline est un grand écrivain français, qui a une prose admirable, et dont la prose sert des idées abjectes. Et finalement, Céline, tout en étant un grand écrivain, comme la science est une grande science, eh bien Céline tue, parce qu'on avait évidemment utilisé ses écrits pour tuer dans les années qui ont suivi. Donc voilà, je crois que ce problème de la science qui tue, il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas y échapper avec les enfants, mais on peut, je crois, raisonnablement la résoudre. De toute façon, il ne s'agit pas là véritablement de vérité. Maintenant, la science ment. Alors la science ment, c'est véritablement beaucoup plus grave ça, dans notre société. La science ne dit pas la vérité. Vous voyez, dans la Terre qui était ronde et puis qui n'était plus ronde, et qui était, etc., elle donne cette progression magnifique, je trouve, que nous trouvons tous de la science vers la vérité. Elle donne des arguments à ceux qui disent la science ment. Comment? Mais vous nous aviez dit il y a 10 ans que la Terre était sphérique. Vous nous dites maintenant, ah non, elle n'est pas tout à fait sphérique, elle est aplatie au pôle. Donc vous nous avez trompés, ou bien vous avez fait une erreur il y a 10 ans, ou bien vous nous avez menti. Étant admis que l'erreur d'une part d'abord et le mensonge ensuite sont les deux butées sur lesquelles la vérité vient frapper. Premièrement, la vérité vient se heurter à l'erreur. L'erreur existe en science, elle existe dans tous les domaines, elle n'est pas très grave, si on peut dire, éthiquement en tout cas, dans la mesure où on peut penser qu'elle n'est pas voulue. Parmi des tas d'erreurs possibles en science, je pense en ce moment aux rayons N. Nous avons entendu parler des rayons N. Quand Röntgen avait découvert les rayons X, tout le monde voulait découvrir un rayon. Et alors il y avait un professeur de physique tout à fait raisonnable et à l'évidence de bonne foi, à Nancy, qui avait trouvé un rayon. Et tout le monde l'appelait le rayon N, N comme Nancy. Et beaucoup de gens y croyaient. Il y a eu des centaines de publications sur le rayon N jusqu'à ce qu'on découvre que ce rayon N n'existait pas. C'était une erreur. Et puis, évidemment, au-delà de l'erreur, il y a le mensonge. Et nous pouvons nous interroger sur la valeur de cette accusation que l'on fait souvent maintenant à la science de mentir. Je prendrai deux exemples. L'un, je reviens un instant sur la science qui tue. Il y a eu une expérience amusante, très bien faite, dans un lycée, je crois, agricole, en France, il y a une quinzaine d'années à peu près. Peut-être Pierre, tu t'en souviens. On avait demandé aux élèves de ce lycée agricole d'écrire des petites nouvelles relatives à la science. Il fallait que ce soit relatif à la science, et j'en ai lu une ou deux, je les ai toutes oubliées, sauf quelques titres qui me reviennent à l'esprit de ces nouvelles, de ces enfants donc de 17 ans. Je me rappelle la tomate assassine, le prunier dévastateur, et puis je me souviens d'un titre qui était la porte de mes cauchemars. Et la porte de mes cauchemars, c'est la science. Vous voyez, c'est-à-dire que pratiquement toutes ces petites nouvelles de ces enfants de 17 ans étaient de l'anti-science. La science tue, la science tue par ses tomates, par ses prunes, et de toute façon, la science tue. Vous voyez, ça, c'est, je suis revenu un tout petit peu sur la science, mais je prends maintenant quelques exemples sur la science ment. Alors, nous les avons tous en tête. Je vous en donne 2 ou 3 exemples, vous en avez bien d'autres. L'évolution. La science ment, il n'y a pas d'évolution. C'est un mensonge de la science. Et d'ailleurs, la preuve, c'est amusant que ceux qui sont dans l'anti-science ont besoin quand même de preuves. Ils donnent des preuves scientifiques, pseudo-scientifiques. Donc la science ment. D'ailleurs, la preuve, voilà 2 fossiles qui ont 100 millions d'années de différence et elles sont pratiquement pareilles. Donc la science ment. Le climat, bien sûr.
Le climat ment, il n'y a pas du tout de réchauffement. On le dit moins maintenant, mais c'était très fort il y a 10 ans. Il n'y a absolument pas de réchauffement. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'Antarctique se refroidit, ignorant manifestement qu'un phénomène extraordinairement complexe qui va dans un certain sens peut localement avoir un sens inverse. Le vaccin, ça c'est terrible. Le vaccin, c'est un mensonge de la science. Il y a eu 2 enfants, je ne sais plus combien, morts du vaccin, bien sûr. Ça peut arriver peut-être en Australie. Donc, il faut empêcher les enfants d'être vaccinés et on sait la suite de l'histoire. Il y a donc toutes ces accusations de mensonges qui sont très dures et auxquelles, bien sûr, l'enseignement de la science à nos enfants doit l'enseignement de la science doit combattre à tout moment. C'est pour ça que Georges avait tellement raison d'insister sur la vérité. Et je vous rappelle Isabelle, ce maître, qui non seulement lui avait dit c'est bien, c'est très bien, bravo, tu as 10 sur 10, avait commenté à des enfants de 5 ans ce que c'est que la vérité. Je crois que nous ne devons jamais cesser de commenter ces vérités scientifiques un peu difficiles, nous l'avons vu, quelquefois un petit peu contradictoires, et ceci doit être fait sans arrêt. Mais il y a une anti-science encore plus forte parce qu'elle est, qu'on pourrait l'appeler peut-être mercantile. C'est l'anti-science qui prend prétexte d'une découverte scientifique pour la contrebattre et violemment parce qu'elle contredit des intérêts financiers, par exemple, qui existent. Je prends un exemple dont j'ai beaucoup entendu parler par Sherwood Rowland. Vous avez peut-être entendu parler de Sherwood Rowland, qui était un grand physico-chimiste, qui a eu le prix Nobel, bien sûr, après l'histoire que je vais vous rappeler, vous raconter. Et Sherwood Rowland est le co-découvreur avec Mario Molina, qui était son étudiant. Et Mario Molina, petite parenthèse ici, est un grand nom de la main à la pâte au Mexique. C'est un homme merveilleux qui, lui, est encore vivant. Donc, je reviens à Sherwood Rowland. Sherwood Rowland est un physico-chimiste très brillant et il étudie la réaction en laboratoire de ce qu'on appelle les CFC, c'est-à-dire les fluorocarbones, qui sont les gaz qu'on mettait dans nos pchites. Et il s'aperçoit que sous certaines conditions d'éclairement, de rayonnement, ces gaz attaquent l'ozone. Et ça, c'est une manip de laboratoire. Et il a le génie, d'une certaine façon, de penser que ceci peut être reproduit à l'échelle de notre planète. C'est-à-dire que ces CFC que nous répandons peuvent peut-être petit à petit se répandre et attaquer la couche de l'ozone qui nous protège. Magnifique idée. On fait enquête par la NASA, qui avait fait des tas de mesures qui n'étaient pas encore exploitées. Et on trouve, en effet, vous le savez bien, qu'il y a ce qu'on appelle le trou d'ozone. Et donc, aussitôt, Sherwood Rowland, évidemment, alerte l'Académie des sciences américaines, qui prend ça très au sérieux. Et comme vous le savez, ceci cheminera jusqu'au protocole de Montréal. Et pour une fois, il y a un protocole qui a interdit un gaz dangereux. Bon. Mais d'un autre côté, ça chemine vers le public. Et ça chemine vers le public, et notamment ça chemine chez Dupont de Nemours, la société qui fabrique ce gaz et qui, évidemment, va traiter Sherwood Rowland de menteur. Nous avons là, et heureusement, la guerre, c'est une véritable guerre, ne durera pas trop longtemps parce que, heureusement, Dupont de Nemours avait dans ses stocks un autre gaz qui, finalement, s'avérera non nocif pour l'ozone. Mais pendant 1 an, à peu près, Sherwood Rowland et Mario Molina ont subi une violente assaut. Il m'a montré, je me rappelle, des articles de journaux de l'époque aux États-Unis. Il me disait avec beaucoup de vraisemblance, sans preuve, il me disait que ces journalistes avaient été payés. C'est très probable, on n'a pas de preuve. Et du genre, ces pseudo-scientifiques, pseudo-scientists, ces pseudo-scientifiques font de la junk science, de la science de poubelle. Et d'ailleurs, ce sont de crétins en français. Voilà le genre d'attaque que la science peut subir. Et sur le plan, évidemment, de la vérité, la science ment. Nous avons à penser à ces attaques de plus en plus fréquentes. Bien sûr, elles ne sont pas générales. Il y a tout de même une grande partie de la population dans nos pays qui aime la science, qui l'admire et qui est prête à croire tout ce que la science nous dit. Mais il y a là une minorité extrêmement active et qui peut avoir des conséquences extrêmement graves. Pensez au vaccin. Pensez même peut-être au CFC, parce que s'il n'y avait pas eu un autre gaz, il est très possible que Dupont de Nemours aurait pu gagner ce combat totalement déraisonnable et totalement malvenu contre Sherwood Rowland et Mario Molina. Finalement, je crois que
nous comprenons bien que la science est un concept extraordinairement difficile. Je l'ai un tout petit peu évoqué sous 3 formes différentes dans le cas de la science, où certainement c'est le cas le plus simple. Et même dans ce cas le plus simple, et à part le cas du théorème que j'ai évoqué, et bien même dans ce cas le plus simple, et même pour le théorème, il faudrait parler de Gödel. Évidemment, on ne va pas parler de Gödel aux enfants. Vous voyez, même dans le cas le plus simple, c'est déjà un petit peu compliqué. Donc, ce concept de science qui est si important pour nous et qui a été si important pour Georges, nous devons inlassablement, je crois, le commenter aux enfants. Je reprends le théorème pour les enfants. Évidemment, on ne va pas énoncer des théorèmes aux enfants des écoles primaires, et pourtant si. Quand tu disais, Jean, 1 + 1 = 2, c'est un théorème. Et nous devrions évidemment apprendre, moi j'ai appris comme vous tous nos tables de multiplication et de division, mais comme des choses qu'on devait apprendre par cœur, un point c'est tout. Personne à ce moment-là ne m'a parlé de vérité. Personne ne m'a dit que 1 + 1 = 2 était un théorème. Or, 1 + 1 = 2, c'est l'équivalent du théorème de Pythagore, parce que c'est une vérité que personne n'a jamais pu démontrer fausse, et qui est vraie partout dans le monde, qui a toujours été vraie, c'est un théorème. Donc, c'est un exemple de ce que nous pouvons faire avec des choses très simples, qui est simplement la table d'addition, la table de multiplication. Je crois que nous ne pouvons pas l'enseigner aux enfants sans leur parler de vérité. Il y a là une vérité extraordinaire. Moi, je crois qu'on ne m'a jamais dit qu'on ne m'a jamais parlé de vérité quand on me parlait de la table d'addition. Donc, en résumé, je pense que le concept, même très simplifié de vérité, doit être totalement présent dans les écoles, auprès des enfants, même à l'école maternelle, vous voyez. C'est en plus, dans la mémoire de Georges, qui a joué un rôle, vous l'avez compris, tellement important dans tout ça, c'est aussi un hommage à lui rendre, parce que pour lui, le concept de vérité était absolument essentiel. Et pour conclure, en un mot, je dirais que la vérité, ça va un peu plus loin que simplement dire le vrai. Bien sûr, la vérité, énoncer la vérité, c'est dire le vrai. Il y a ici un meuble qui... Ça va plus loin. Et beaucoup d'auteurs ont remarqué le lien très fort de la vérité avec d'autres grandes données de notre vie, et par exemple la beauté. Pensez en France, nous penserons à Boileau. Rien n'est beau que le vrai seul est aimable. En Angleterre, on pensera à John Keats, le poète qui dit « la beauté, c'est la vérité ». Il fait l'équation « beauté égale vérité » ou inversement, et il ajoute, de façon un petit peu, peut-être un peu exagérée, Keats ajoute « la seule chose qu'il faille enseigner, c'est la vérité ». Et si nous étions en Grèce, nous penserions probablement à Socrate, pour qui finalement l'essentiel de l'humanité se résume dans ce triptyque du le vrai en premier, la vérité en premier, le bien et le beau. Merci. Merci beaucoup Yves. J'aimerais pouvoir parler pendant des heures de la vérité en mathématiques. Ça serait en effet passionnant, mais je crois qu'on serait un peu hors sujet. Je voudrais quand même reprendre quelques points de ce que tu as dit. Quand tu dis le théorème de Pythagore est une vérité universelle et permanente, permets-moi de la corriger un peu. Ce qui pour moi est une vérité permanente, c'est la déduction, c'est la démonstration du théorème de Pythagore à partir d'un certain nombre d'hypothèses qui ont été expliquées auparavant. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, moi qui suis un géomètre, je travaille tous les jours avec des triangles pour lesquels la somme des angles n'est pas égale à 180 degrés parce que nous ne travaillons pas dans les mêmes contextes. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de ça à l'école primaire, mais ce que je trouve assez remarquable dans la vérité mathématique, c'est précisément qu'elle est indiscutable dans sa démonstration. Et en effet, dès l'école primaire et certainement au collège, alors que la démonstration a virtuellement disparu de tous les programmes, je trouve que la possibilité pour le maître de présenter des démonstrations simples est absolument indiscutable. C'est quelque chose qui est vraiment unique dans l'enseignement d'aujourd'hui, où, comme vous le savez, beaucoup de maîtres sont mis en question par leurs élèves. Beaucoup d'élèves ne croient pas en ce que disent leurs professeurs. Mais si un maître vient expliquer la démonstration du théorème de Pythagore à partir des hypothèses initiales, je pense qu'on a là un outil absolument majeur de confiance entre le maître et l'élève.
Mais encore une fois, le théorème de Pythagore en soi, je m'en fiche. Le fait qu'il soit universel, j'en doute. Mais sa démonstration, pour le coup, est universelle. Il y a un autre point sur lequel je voulais insister un peu, c'est que on a parlé aujourd'hui beaucoup d'universalité de la science, et ce n'est pas du tout moi qui vais mettre ça en question, bien entendu. Cela dit, excusez-moi encore de parler de mathématiques, mais si je vais à la bibliothèque et que j'ouvre une revue scientifique du 19e siècle, et si je l'ouvre au hasard, je vais sans aucun doute trouver des théorèmes vrais, mais qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que le vrai n'est pas forcément la même chose que l'intéressant, et la science ne progresse pas toujours de manière cumulative, parce qu'elle a parfois des rameaux morts ou des rameaux moins intéressants. Et d'une certaine manière, ce que je viens de vous dire, c'est que l'universalité de la science ne vient pas en contradiction avec la diversité de la science. Par exemple, il m'arrive fréquemment d'aller dans des colloques dans d'autres pays que la France, où je vois très nettement des aspects culturels, non pas dans les mathématiques, qui sont tout aussi vrais en Mauritanie, par exemple, qu'en France, mais il n'empêche que la culture locale fait qu'on s'intéresse à d'autres aspects des mathématiques. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est-à-dire que même si la vérité mathématique ou la vérité scientifique est universelle, et ça nous en sommes tous d'accord ici, il n'empêche qu'il est dans le pouvoir des enseignants de choisir la partie de la science qu'ils ont envie de donner à manger à leurs élèves. Pour vous donner rien qu'un exemple, en France, avec les nouveaux programmes scolaires pour le tronc commun en première, l'enseignement scientifique, il a fallu à un moment que le Conseil supérieur des programmes fasse un choix de quelques thèmes scientifiques qu'il a considérés comme étant importants pour les petits Français. Et ce choix, on pourrait tout à fait considérer, et je l'espère bien, qu'il serait très différent pour les petits Japonais ou pour les petits Chinois. Et donc, je voudrais juste relativiser un peu cette universalité dont nous parlons depuis ce matin. Certes, la mathématique est universelle, certes, la science est universelle, certes, la Terre est ronde partout, mais il n'empêche que nous avons une liberté, la liberté d'assumer une certaine diversité dans ce que nous enseignons. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, le mot central que tu as prononcé plusieurs fois, c'est bien sûr imagination et rationalité. Et là, pour le coup, ce n'est pas moi qui va te contredire, la rationalité est universelle et c'est ce que nous devons transmettre à nos enfants.